Bon, je vais maintenant aborder une des techniques chirurgicales, celle réalisée par voie postérolatérale. Alors, quelques éléments de contexte tout de même. On l'a dit tout à l'heure, les présentations cliniques sont polymorphes et peut-être influencées par certains filtres d'adressage. On reçoit en consultation des patients en fonction des collaborateurs qui nous les adressent et donc parfois on les reçoit à un stade assez sévère. Il y a des formes qui sont asymptomatiques et c'est sûrement les plus fréquentes. Et puis il y a des formes cliniques frustres avec des signes neurologiques inconstants, un syndrome pyramidal isolé comme l'a dit Marc tout à l'heure. Il y a des formes symptomatiques et avec des troubles neurologiques plus ou moins sévères et d'une systématisation variable puisque c'est une expression médulaire qui n'est pas aussi systématisée qu'une expression radiculaire bien sûr. Et puis parfois il y a des douleurs. Alors, la chirurgie par voie postérolatérale, c'est la méthode la plus largement employée et puis la plus largement décrite dans la littérature. L'indication opératoire reste délicate parce que c'est des techniques réputées difficiles, mais avec un enjeu clinique majeur, puisque l'évolution clinique spontanée neurologique de ces patients est aléatoire et parfois on les rencontre avec peu de signes cliniques et assez rapidement ils se dégradent. Pour le bilan paraclinique, enfin pour les différents bilans d'ailleurs, on s'est dit qu'on allait chacun apporter nos points de vue et nos arguments. Alors l'IRM bien entendu elle est indispensable, elle permet des précisions diagnostiques en termes de localisation et de volume hernière. Elle doit permettre d'appréhender le plan de la hernie avec la dure mère, car parfois il y a des hernies qui ont une évolution intradurale. Elle doit permettre également d'évaluer s'il existe une souffrance médulaire, même si parfois cette souffrance médulaire n'est démasquée qu'après l'extraction de la hernie. Et puis, bien entendu, attention aux formes multiples. Le scanner, lui aussi, est indispensable parce qu'il permet un bilan osseux périphérique à ces hernies discales, et c'est particulièrement important lorsque des réséctions conséquentes sont envisagées. Et puis, il permet également d'apprécier la composante calcifiée de la hernie. Alors pour l'artériographie médulaire, pour nous, bien entendu, son objectif c'est de localiser l'artère spinale antérieure. Elle est discutée certes, mais pour nous elle est systématique avec avant toute pédiculo-arthrectomie en zone thoracique distale, parce que le plus souvent cette artère spinale antérieure, par argument de fréquence, est localisée en T9 gauche, mais il y a une variabilité importante et du coup, à mon avis, il est utile de la localiser avant de réaliser ces gestes où on va fréquenter la zone où elle se trouve. Pour les potentiels évoqués, là, c'est moins systématique chez nous. Effectivement, c'est plutôt dans le bilan des formes paucisymptomatiques pour lesquelles on envisage un suivi plutôt clinique et électrophysiologique plutôt qu'une chirurgie d'emblée. Alors, l'objectif de la chirurgie par voie postérolatérale, c'est de réaliser une décompression médulaire antérolatérale. Et ça, on doit pouvoir le faire en limitant les contraintes médulaires intra-opératoire. Donc il faut pouvoir contourner, sans tirer ni comprimer le sac dural. Il faut pouvoir contourner cette moelle épinière. Les indications, elles sont souvent posées malheureusement au stade des troubles neurologiques cliniques parfois sévères, avec une souffrance médulaire avérée, et donc dans une situation où la moelle épinière est assez susceptible, si je puis dire, et donc exposée à un risque d'aggravation neurologique non négligeable. Il y a parfois des indications qu'on arrive à poser lorsque des formes paucisymptomatiques sont rencontrées, mais pour ça, à mon avis, il faut pouvoir objectiver une souffrance médulaire électrophysiologique au préalable. Alors pour la mise en œuvre technique, c'est un grand terme, mais avant de l'aborder, je pense qu'il faut absolument, j'ai pas besoin de vous convaincre, je crois, bien informer nos patients de la sévérité de la situation. Il s'agit de problématiques où les patients sont clairement exposés à un risque de paraplégie, à la fois spontanée, mais aussi post-opératoire. Il s'agit de chirurgie invasive avec une morbidité importante, et pour tous ces arguments, il faut bien sûr prendre le temps de bien discuter avec nos patients. Le plateau technique doit être adapté avec des outils que nous allons tenter de décrire ensuite. Et puis, il faut parfois aussi anticiper les prises en charge post-opératoires avec le soutien de centres de rééducation fonctionnelle qui sont souvent très utiles et très adéquates pour optimiser la récupération neurologique de ces patients. Sur l'aspect technique pur, alors on installe les patients en décubitus ventral pour ces décompressions postérolatérales. Pour le repérage du bon niveau, Marc l'a un peu abordé, c'est toujours un peu difficile finalement puisqu'il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de tumeur. De le repérer en scopie, c'est pas toujours évident. En tout cas, moi je recommande plutôt de le faire de face en comptant à partir de la 12e côte parce que de profil, il y a toutes les chances de se planter. Après, il y a bien sûr des solutions alternatives telles que l'imagerie 3D intraopératoire. Nous, on utilise volontiers donc ces outils-là avec
des chirurgies réalisées sur plateau carbone, une imagerie 3D intraopératoire, plus ou moins une navigation, si elle est disponible, si vraiment on estime que ça peut être utile. L'électrophysiologie péropératoire, là aussi, il n'y a pas de consensus. Et ma position sur le sujet, c'est de penser que finalement, je préfère m'en affranchir. Enfin, je ne cours pas après parce que très clairement, je pense que si pendant l'intervention, je vois apparaître un arrêt des potentiels, de toute façon, je vais aller au bout du geste de décompression. Et à ce titre, je préfère limiter le stress qui va m'incomber lié à l'arrêt de ces potentiels. Alors, les décompressions postérolatérales, elles justifient et elles nécessitent une exposition adaptée au geste osseux qui doit être, cette exposition doit être si besoin élargie à l'angle costo-transversaire. La résection osseuse doit être réalisée pour accéder aux fragments herniaires et limiter la mobilisation du cordon médulaire, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, il faut faire des résections osseuses assez conséquentes et assez ciblées autour de cette hernie discale. Et puis, cette résection, finalement, elle doit être planifiée à la carte en fonction de chaque typologie hernière. Alors, on a des solutions variées et plus ou moins larges, telles que la pédiculo-arthrectomie, la pédiculo-transversectomie ou la pédiculo-costo-transversectomie. Alors, on les applique, comme je vous l'ai dit, à la carte. Les pédiculo-arthrectomies seront plutôt ciblées pour des hernies discales de volume modéré et assez latéralisées. La pédiculo-transversectomie, elle, va pouvoir être proposée à des hernies discales un peu plus volumineuses et, si possible, un peu latéralisées. Mais lorsqu'elles sont plus médianes, il est souvent nécessaire de réaliser aussi une costo-transversectomie pour avoir un axe balistique bien plus oblique et bien plus latéral et permettre ainsi une résection plus complète du corps vertébral. Un exemple ici avec une femme de 63 ans qui présentait des troubles de la marche croissant, une irritation pyramidale, un déficit moteur global des membres inférieurs mal systématisé, 3-4 sur 5, et une hypoesthésie du membre inférieur gauche. Elle avait des troubles urinaires, et puis le bilan mettait en évidence cette hernie discale, T9, T10 gauche, calcifiée, avec une artère spinale antérieure en T8 à droite. Alors pour cette patiente, on a proposé une pédiculo-transversectomie T10 gauche. Alors, sur le plan technique, évidemment, il faut faire les choses pas à pas. On commence par cette arthrectomie, la transversectomie, et puis ensuite on aborde le pédicule. On voit progressivement apparaître la hernie discale, mais là, à mon avis, il ne faut pas se précipiter à essayer de l'extraire d'un seul coup. Et il faut, même si c'est tentant, on la voit apparaître, il faut vraiment prendre le temps de réaliser ces gestes de résection osseuse autour de la hernie afin de mobiliser au minimum le cordon médulaire. Vraiment, on est souvent dans des situations où la moelle épinière est irritée avec des signes neurologiques et toute sollicitation un peu intempestive va aggraver les symptômes neurologiques. Donc, à ce temps-là, mon conseil, c'est de ne pas se précipiter et plutôt de continuer son geste de résection osseuse autour de la hernie. Alors pour ça, au départ, moi j'utilisais volontiers des ciseaux à frapper qu'on avait sélectionnés pour réaliser nos gestes d'ostéotomie transpédiculaire, mais bon, bien sûr, ça crée des secousses à chaque fois qu'on tape sur nos ciseaux à frapper autour de ces hernies discales et c'est réputé comme étant potentiellement neurotoxique. Donc depuis quelques temps, on utilise plutôt ces bistouris ultrasoniques qui nous permettent de faire ces coupes osseuses tout autour de la hernie sans vibration trop importante. Une fois la résection assez large, et bien évidemment, on peut effondrer la hernie ou l'extraire dans une cavité qui est disponible. On aime bien réaliser un geste, enfin pas un geste, pardon, mais plutôt un contrôle 3D intraopératoire pour vérifier la bonne liberté du cordon médulaire, surtout sur les formes calcifiées de hernie discale. On arrive ainsi à vérifier qu'on a tout retiré parce que c'est souvent la question qu'on se pose pendant l'intervention finalement. Et puis cette patiente qui avait eu un petit retard à la récupération neurologique en post-opératoire a pu on lui avait proposé des imageries de contrôle et puis on voit ici que la résection était suffisante à la fois en IRM comme en scanner. Un autre cas, c'est cette femme de 24 ans que finalement, par le biais du hasard, j'ai opéré assez récemment, hein, c'était il y a un peu plus d'une semaine. Et c'était particulier, c'était une interne de pédiatrie qui a vu apparaître en quelques semaines, 3 semaines, des troubles de la marche et un vrai fauchage. Un syndrome pyramidal assez franc, un peu du même genre que celui qu'a montré Franck, mais avec des ongles un peu mieux, une pédicure un peu meilleure. Une dysurie, et puis finalement cette hernie discale T8, T9 qui avait la particularité d'être bilobée.
On voit ici une composante assez latérale, et puis il y en avait une autre qui était assez médiane. Elle était calcifiée, et puis elle avait une artère spinale antérieure qui n'était pas en regard de l'étage concerné. Alors pour cette patiente, on a fait un geste un peu plus large. Pour la droite, la forme qui était assez nodulaire ici, latéralisée à droite, on a fait une pédiculo-transversectomie progressive comme tout à l'heure. Et puis une fois réalisée, on a voulu quand même extraire cette composante médiane, mais pour ce faire, on a réalisé un geste plus large contralatéral de pédiculo-costo-transversectomie. Et du coup, voilà, ici on voit que là, la pédiculectomie avec son hémostase tissulaire, et puis progressivement de l'autre côté, on a décollé la plèvre et puis réalisé notre geste de pédiculectomie pour obtenir une bonne décompression finalement bilatérale et circonférentielle. Alors, je ne le savais pas, mais c'est en préparant ce topo la semaine dernière, j'ai découvert que cette stratégie de décompression bilatérale et circonférentielle est bien décrite. Elle est notamment par ce travail qui a été mené par Cédric Barret. Et dans ce travail, il décrivait une série de 44 patients avec un âge moyen de 52 ans et 86% d'hernie discale calcifiée, pour lesquels ils ont proposé une résection donc bilatérale ainsi réalisée. Celle-ci a été jugée complète pour 39 sujets et une méthode dite de floating technique a été appliquée pour les 5 autres. Ce qu'ils appellent la floating technique, c'est le fait de laisser un peu de hernie discale flottante en regard d'une zone de résection osseuse corporéale. Alors, ils ont des résultats assez spectaculaires, avec finalement très peu de complications, 2 brèches, 2 pertes de potentiel évoquées péropératoire, et puis lors du suivi, une amélioration neurologique quasi constante, avec seulement 2 aggravations sensitives. Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais j'ai voulu quand même ici insister sur le fait que dans ce contexte d'hernie discale thoracique, les laminectomies isolées doivent être proscrites. Je pense qu'elles ont une efficacité très médiocre, puisque la compression médulaire est exercée de façon antérieure sur une zone de kyphose. Alors dans ce cas, on peut faire la laminectomie qu'on veut, si elle est isolée, la compression médulaire persiste, voire même une souffrance médulaire aux bornes de cette laminectomie pourrait survenir avec une tendance à l'aggravation neurologique secondaire. Ce constat, je ne l'invente pas, il a été décrit depuis très longtemps, même depuis 1950, où les 17 cas qui avaient été réalisés dans la série de Love et Kiefer avaient été exposés à 7 aggravations et 10 non-améliorations. Et puis plus récemment, évidemment, ces laminectomies ont été également associées à une forme d'inefficience et de morbidité qui était jugée inappropriée. Je me permets d'en parler parce que j'avais eu l'occasion de rencontrer une patiente qui avait été opérée de cette façon, de 46 ans, avec une laminectomie réalisée en urgence 4 ans auparavant pour une hernie discale T10 T11, sans récupération post-opératoire. Elle avait des troubles neurologiques un peu frustres, mais elle avait vu apparaître depuis quelques mois une nouvelle dégradation neurologique d'installation progressive, d'où sa nouvelle consultation. Elle développait une kyphose T10 T11 en regard de l'étage opéré, avec des dorsalgies et un syndrome pyramidal. Alors dans cette situation, l'artériographie médulaire, pas de chance, était pile en regard. L'artère spinale antérieure, était pile en regard. Et donc nous avons proposé 2 temps à cette patiente avec cette fois une chirurgie décompressive par voie antérieure et un temps postérieur secondaire de réduction de la kyphose. Alors ces chirurgies par voie postérieure, elles ont une réelle morbidité à mes yeux, avec près de 30% de complications. Et par argument de fréquence, les complications les plus sévères, voire peut-être les plus fréquentes, sont neurologiques, avec 12 à 37% d'aggravation post-opératoire décrites. Et même si il faut admettre que ces aggravations sont souvent associées à une récupération progressive usuelle. Il y a aussi d'autres complications, bien sûr, qui sont un peu plus communes, comme les infections de sites opératoires, les saignements avec parfois besoin de transfusion, et puis des complications plus spécifiques, parfois ventilatoires et plus générales. Il y a quand même 0,7% de mortalité décrite, et ce n'est pas négligeable. Donc finalement, si on veut analyser les avantages et les inconvénients de ces décompressions postérolatérales, lorsqu'elles sont comparées aux décompressions par voie antérieure, finalement, il n'y a pas de différence significative en termes d'efficacité neurologique dans la littérature, que ce soit en termes de différence sur les améliorations ou les aggravations. On ne voit pas vraiment de différence d'après les méta-analyses. Il n'y a pas de différence en termes de taux de réintervention ni en termes de temps opératoire.
En revanche, il apparaît moins de complications générales lorsque les chirurgies sont réalisées par voie postérolatérale, notamment sur le plan ventilatoire, moins de fuite de LCR résiduelle et des durées de séjour plus courtes. Il y a peut-être plus, il y a décrit plus d'infections de site opératoire et un saignement. Alors ça, c'est plus ambivalent, avec des séries qui décrivent plus de saignements par voie antérieure et d'autres plus par voie postérieure. Cette chirurgie par voie postériolatérale, elle est intéressante aussi parce qu'elle est compatible avec une décompression circonférentielle. Par essence, elle est de toute façon circonférentielle, puisque on fait cette décompression postérieure plus cette résection osseuse antérieure. Et puis, elle exige un peu moins de technicité anesthésique, notamment ventilatoire, avec parfois la nécessité d'une exclusion pulmonaire pour les anesthésistes lorsqu'on fait cette thoracotomie. Donc, en conclusion, c'est des situations cliniques qui sont difficiles, avec cette problématique d'une dégradation neurologique évolutive potentielle avec un rythme assez aléatoire. La stratégie la plus fréquente, mais aussi avec des risques non négligeables, c'est la chirurgie par voie postérolatérale. Elle a tout de même une morbidité spécifique, cette chirurgie, quelle que soit la voie, c'est le risque neurologique supplémentaire. Il faut, pour les envisager, un plateau technique adapté. Là, je vous ai décrit pas mal d'outils qu'on met en place autour de ces patients. Lorsqu'elles sont comparées aux chirurgies par voie antérieure, les chirurgies par voie postérolatérale sont peut-être associées à une morbidité un peu moins grande ou peut-être plutôt un peu différente en fait. Elles ont tout de même une efficacité similaire. Les choix techniques finalement doivent dépendre du tableau clinique. On doit choisir l'importance de la résection osseuse en fonction de la conformation de la hernie discale et de l'expérience chirurgicale aussi. La place de l'artériographie médulaire là-dedans n'est pas négligeable et peut faire varier la nature du geste. Finalement, je pense que le pronostic est surtout lié au timing de la chirurgie et ce timing, on ne le maîtrise pas toujours parce qu'on voit arriver des patients avec des tableaux de sévérité neurologique variables et malheureusement, lorsqu'ils sont en phase de décompensation, on est en présence d'une moelle épinière très irritable et donc avec un risque neurologique non négligeable. Je vous remercie.